Campione d'Italia, un triplete straordinario, come dicono in Spagna. Ieri Mourinho aveva detto: voglio far piangere il mio presidente perché voglio vedere la sua foto con la Coppa dei Campioni ad Appiano Gentile sul muro di fianco a quella del Papa Angelo. Per ora la lacrima però non c'è. No, ho pianto molto lui stasera, il che vuol dire che comunque è affezionato. Non vorrei che fosse un senso di colpa, insomma, però è molto felice, sono felice anch'io naturalmente. Ho trovato stravolti dalla felicità i giocatori, che vuol dire che è una bellissima cosa e spero che rimanga nel cuore e nella mente di tutti come sono rimaste quelle che avevamo vinto un po' di anni fa. Il ne nous reste que 2 épisodes avant de clôturer notre saison. Pour l'occasion, les libéraux veulent les consacrer à leur muse, le FC Internazionale Milano. Que serait ce podcast sans les Nerazzurri? Franchement, pas grand-chose. Ce club, à l'origine de tant de nos moqueries, est en réalité un club que nous admirons. Les libéraux spécial Inter partie 1, les folies dépensières de Moratti. Les libéraux, le podcast qui revient sur le football de notre enfance. Et pour m'accompagner dans ce podcast, j'ai le Tirinois Nams. Salut les gars. Le Romain de cœur et d'esprit Damas. Salut à tous. Et l'itériste victime de notre podcast du jour, Raphaël. Salut les gars. Alors juste dans ce podcast-là, on va beaucoup parler de Massimo Moratti, qui est un ogre de la présidence du football de notre enfance. La première chose que avec laquelle je voudrais qu'on commence, c'est d'abord lui rendre hommage et lui dire que c'est un amoureux de l'Inter et un président fan d'un club. C'est vraiment pas tous les jours que l'on voit ça. Alors c'est vraiment quelque chose de grandiose, mais c'est aussi peut-être une des raisons pour lesquelles ça n'a pas beaucoup marché. Première observation, Damas, il se rend au stade depuis le 6 novembre 1949, depuis qu'il est tout petit. Oh mon Dieu, c'est l'après-guerre tout ça. Oui. C'est l'après-guerre. Ce monsieur est né en 45, je crois, donc il a l'âge de Beckenbauer. On a affaire concrètement à... L'Inter, c'est toute sa vie. Voilà. Que seraient les libéraux sans mentionner monsieur Moretti? Que seraient les libéraux sans l'Inter, comme tu l'as dit dans l'introduction? Eh ben moi, l'Inter, c'est un club qui a été un fil rouge de toute notre enfance dans tout ce qui est imprévisible, dans tout ce qui est fourberie, dans tout ce qui est surprise, dans tout ce qui est émotion. C'est un club qui est réservé pour les gens qui n'aiment pas la routine. Donc en effet, Samuel et Raphaël sont bien entendu concernés et que je salue. Moretti, ce monsieur, l'Inter, c'est son jouet. Et on aura le temps de bien développer ça dans ce podcast. C'est le club qui a connu son père, c'est un club qu'il est parti voir jouer avec son oncle. C'est vraiment un club qui lui tient particulièrement à cœur. Donc le voir président de ce club en février 1995, c'est la consécration d'une vie pour celui qui est un pétrolier de gauche, comme le rappeler. C'est une contradiction déjà qu'on peut essayer déjà de lire, de lire dans cet Inter-là, la contradiction permanente. Mais là, ce qui est vrai en tout cas, c'est que Raphaël, avec la présidence de Moratti, c'est un seul objectif en tête, c'est rendre sa grandeur au club, la grandeur que lui avait admirée quand il était plus jeune. Bah oui, parce que bon, même si les années qui ont précédé sa présidence, l'Inter Milan remporte quelques coupes de l'UEFA, mais ils ont failli, ils ont même frôlé la relégation en 1994, donc un an avant sa prise de position, et les belles années interistes s'étaient bien passées, même si la fin des années 80, rayonnait un air germanique. Avec les arrêts notamment de Thomas Brehme et Matthaus, mais Klinsmann également. Donc, je pense que Moratti, voilà, son père tenait également le club dans les années 60, famille influente de Milan. Enfin, vraiment, c'est un enfant de Milan. Il a tout connu, ça de génération en génération. Et quand il a pris les pouvoirs en 95, il arrivait vraiment un tournant du club où il fallait justement passer le cap justement au club pour qu'il puisse renaître de ses cendres. Et en plus, il y a l'arrêt Bosman qui suit, donc c'est vraiment le moment idéal pour mettre de l'argent, investir, mais on verra par la suite que trop d'investissements ont tué les investissements, et comme tu as dit, Damas, le jouet lui était très très cher au final. Non, mais on va bien sûr détailler les transferts qu'il y a eu, hein, tous aussi rocambolesques les uns que les autres. Mais moi, la première chose sur laquelle je voudrais qu'on s'attarde, et c'est la première chose d'ailleurs que lui fait, et je trouve ça vraiment magnifique, c'est la réorganisation de l'organigramme du club. Il met Sandro Mazzola au poste de directeur sportif, Giacinto Facchetti comme directeur général, Giacinto Facchetti qui aura la présidence du club entre 2004 et 2006 à sa mort, et Luis Suarez comme coordinateur du mercato.
C'est tout ce qu'il faut faire quand on veut bien travailler, Nam. C'est redonner le club à ceux qui ont fait sa grandeur. C'est donner le club, en gros confier le club à des gens qui ont participé en tant que joueurs. Et justement, voilà, c'est des joueurs, c'est des personnes qui peuvent comprendre les joueurs, qui peuvent être proches du club et qui peuvent justement s'imprégner de, de l'âme du club. Et c'est déjà, il commence très bien en faisant cela, c'est une très bonne chose. Mais par la suite, on verra que par un certain manque de cohérence, le côté aussi tifoso qu'il aura, qui sera peut-être parfois un peu trop présent, beaucoup trop présent, au lieu d'essayer de laisser les gens travailler, il sera beaucoup trop présent, à l'instar d'un président voisin qu'il connaît bien, mais lui aura un peu plus de réussite. Mais voilà, des fois, trop vouloir s'intégrer dans l'équipe, dans le staff, peut poser problème. Et on verra ça, on verra ça au sein de cet épisode. Mazzola, Facchetti, Suarez, Damas, ce sont des légendes du football, hein, de manière générale. Est-ce que c'est pas aussi quelque part une pression qu'on veut mettre au sein des joueurs qu'on va récupérer pour leur dire voici les joueurs auxquels il faudra essayer de ressembler, mais est-ce que c'est pas aussi quelque chose que l'on offre aux supporters pour leur dire que vous aimez l'Inter, j'aime l'Inter, nous apprécions l'Inter et tous ensemble nous avons travaillé pour faire en sorte que ce club gagne. À ce moment-là, je suis désolé, tu supportes l'Inter, tu as 20 ans, 50 ans, 30 ans, 6 ans, c'est exactement tout ce qu'il faut faire que Moratti fait. C'est le combo parfait dans l'imaginaire de l'Inter, pas dans l'imaginaire européen. Raphaël a dit quelque chose de très intéressant. On est dans la période de l'arrêt Bosman, 95. Donc il y a une ouverture sur les marchés européens, quels que soient les secteurs d'activité, et notamment le football. Et par rapport à ça, Moretti donc met en place cet organigramme rêvé par rapport à l'histoire, par rapport à tout l'historique de l'Inter. Donc c'est là-dessus, pas de problème. Maintenant, est-ce que Sandro Mazzola, est-ce que Facchetti était capable de dire non aux folies de Monsieur Moretti? J'en doute, parce qu'il va dire une phrase pertinente une fois qu'il prendra le pouvoir. Il dira, je cite, l'une de mes plus grandes idées était de faire des dépenses de folie. Donc, quand tu es directeur sportif, directeur général, et que tu as un budget à mettre en place, à respecter, à avoir une certaine ligne directrice pour avoir du succès dans le temps, ben, il faut par conséquent avoir le cran nécessaire pour aller devant le président et lui dire « Monsieur, s'il vous plaît, on risquerait d'aller droit dans le mur avec ce genre de choses-là ». Je ne sais pas si Sandro Mazzola ou Facchetti l'ont fait, ça restera une énigme, mais très rapidement, l'Inter Milan va se démarquer par des transferts sur mesure qui, selon moi, mais ne correspondait en rien par rapport à ce qui se faisait avant. Alors peut-être que ça peut être impressionnant pour le côté marketing, on va le voir notamment avec certains transferts que beaucoup de gens en effet vont aimer l'Inter par rapport à ça avec Ronaldo, mais en termes de cohérence, Reda, toi qui supportes la Juve, tu as le droit d'émettre certaines suspicions. Alors, première fenêtre des transferts. On va parler des toutes premières fenêtres des transferts de Moratti. Première, 95-96, le club va dépenser 29 millions d'euros. C'est 14 arrivées pour presque autant de départs. La première chose que l'on veut dire, Raphaël, c'est à ce moment-là, c'est qu'il veut faire sa propre équipe. Ouais, mais au moins, là, tu précises quand même qu'il a autant acheté que vendu. Parce qu'on verra que par la suite, il va acheter du même nombre, mais il va vendre 2 fois moins, si ce n'est encore moins. Donc là, on voit qu'il a quand même une réelle inspiration de créer une équipe, faire du tri pour amener ses têtes. Notamment le fameux Paul Ince, Salvatore Fresi, Marco Branca. Marco Branca, qu'on verra par la suite. Hein. Roberto Carlos aussi, hein, le joyau brésilien. On verra que ce ne sera pas le premier ni le dernier. Mais Moratti, vraiment, à ce moment-là... Zanetti, n'oublie pas Zanetti. Zanetti, c'est vrai que Zanetti, c'est vrai que c'est cette année-là, Zanetti. C'est vrai que j'ai failli l'oublier. Mais c'est pas la star de ce mercato. Mais c'est pas du tout la star. Zanetti, il arrive, c'est un petit et il grandira avec l'Inter. Mais en tout cas, cette année-là, il le disait dans un des interviews qu'il avait accordé, qui voulait amener avec Paul Ince, Eric Cantona. Et je pense que si Eric Cantona et Paul Ince de Manchester United seraient venus en même temps, là, on aurait vu quelque chose de plus concret. Il y aurait eu peut-être des arrivées de même lignée par la suite. Bon, ça ne s'est pas fait, mais je trouvais qu'au début, cette première année, là, cette première session de mercato était plutôt cohérente, surtout quand tu arrives dans un club où il y a tout à refaire. Il y a 18 mois, le club était au bord de la ruine. Voilà, là, il arrive, il fait ses plans, il fait ses choix, et on va dire que c'est un bon début, un début assez prometteur, on va dire. Non, mais c'est vrai que
imaginez Ince et Cantona, le rêve Cantona, c'est quelque chose de fort, Nams. À ce moment-là, on voit déjà chez Moratti cette idée de j'ai des joueurs que je veux récupérer, ces joueurs-là me font rêver en tant que fan de football, je vais tout faire pour les faire venir. Il n'a pas réussi à faire venir Eric Cantona, mais l'imaginer déjà, quand on connaît le profil de ce joueur français, ça montre quelque chose de Moratti qu'on aura l'occasion de voir par la suite. C'est ça, c'est déjà très ambitieux, hein, tenter de faire venir Cantona, qui est déjà une grande star à ce moment-là, une star du football mondial. Ince qui est aussi un poids lourd. Déjà, faire venir un sur deux, c'est déjà fort, mais déjà, avoir cette ambition de faire venir Cantona, c'est que, voilà, vraiment, tu veux t'affirmer, tu veux faire une très grande équipe, et tu veux faire venir des joueurs clés. Bon, après, quand Moratti tente justement ce type d'opération, on ne sait pas forcément s'il compte constituer la meilleure équipe du monde ou bien s'il compte constituer un peu une équipe football manager. Mais déjà, ça frappe l'esprit des gens et c'est quand même c'est déjà quelque chose de très fort de vouloir avoir cette ambition. On va dire, c'est le premier pas vers le succès. Le club finit 7e en 1996, donc ça se passe pas forcément très bien. Moratti continue tout de même de frapper fort l'été qui va venir avec Jocelyn Angloma, Youri Djurkaeff, Aaron Winter, Ivan Zamorano et Nwankwo Kanu qui vont arriver. On sent chez lui, Damas, qu'il a un bon goût, il faut le dire, et de deux, qu'il aime les attaquants. Un, il aime les attaquants. Deux, il veut faire mal. Et trois, surtout, on voit déjà des premiers signes d'incohérence, notamment avec le départ de... Non, vas-y, oui. je vais te couper, mais tu peux continuer sur ce que tu vas dire, mais aussi parler du départ de Roberto Carlos et comment il se fait. Mais comment il se fait, Roberto Carlos? Qui était le coach à cette époque aux côtés de l'Inter? Parce qu'il faut aussi mentionner cette partie coach également. Roy Hodgson. Ce monsieur sera viré le 22 mai 97 et au cours de cette saison 96-97 qui va voir l'Inter arriver à la 3e place, à 6 points de la Juve qui sera championne d'Italie haut la main par rapport au parcours de la Juve. On a déjà fait un podcast là-dessus, très cher auditeur. Je vous invite à l'écouter. L'Inter va présenter encore une fois, comme je l'ai dit, déjà des signes de faiblesse avec déjà des joueurs qui ne sont pas à leur place. Et Roberto Carlos, que nous connaissons tous, qui est sans doute pour beaucoup le meilleur latéral gauche des années libéraux et même l'un des meilleurs de l'histoire, hein, on peut le placer là-bas, va déjà dire que Roy Hodgson ne connaît pas grand-chose au football. Il voulait le placer ailier gauche, wesh. Il voulait le placer ailier gauche. C'est-à-dire, frère, ça se voit, t'as pas regardé le mec avant que tu le recrutes. Mais comment tu peux? Mais c'est déjà ça le problème. L'été dernier, vous avez dit 14 transferts. 14! Mais c'est un chiffre conséquent. Et en fonction de ça, il faut que le staff de Roy Hodgson, malgré lui, ou là, je peux lui accorder en effet toute indulgence, il faut maintenant qu'il puisse observer, avoir un œil à viser par rapport au profil de chacun en fonction des positions. Mais quand tu dis que Roberto Carlos, il peut jouer arrière gauche, non mais attends, il se fout de notre gueule. Attends, et le problème, c'est qu'à l'Inter, il y a trop de mecs qui sont là par hasard. Et ça, c'est Moretti et sa science émotionnelle aiguisée qui a placé des gens incompétents pour des titres qu'il souhaitait. Et quand tu vois que Roberto Carlos dit que Roy Hodgson connaît très peu de choses par rapport au football et qu'après qu'il part au Real et explose concrètement sur la scène internationale, la scène mondiale, on peut se dire que l'Inter, et on le sait déjà à l'avance, va faire beaucoup d'erreurs en termes de supporting cast. Là, on va faire... Oui, vas-y, Raphaël. Non, juste pour rajouter, mais le pire, c'est que cette année-là, tu ramènes Kanu, Djorkaeff, Zamorano, Kanu, héros nigérian de 96 à Jazz Amsterdam, top club, Djorkaeff, et les JO, les JO, oui, avec le Nigeria, ouais, c'est ce que je voulais dire. Djorkaeff qui est champion d'Europe avec Paris de la C2, Zamorano, Real Madrid, donc voilà, Coupe d'Europe, Zamorano, Real Madrid, on connaît, Angloma, Ligue des Champions également. Enfin, quand même, il ramène, c'est ça le pire, c'est que malgré toute l'incompétence que Damas a bien décrit, il y a quand même des joueurs de qualité, on veut dire. Il va pas mettre de l'argent sur n'importe qui. C'est ça, en fait, le pire. Pour l'instant. C'est dommage. Pour l'instant, oui, bien sûr. Parce que le pire est à venir. Non, alors encore une fois, là, on va faire un gros focus sur une période 97-2004 que j'ai appelée la folie des grandeurs. Oh là là. Là, on va rentrer dans une période qui voit l'Inter dépenser 662,6 millions d'euros. J'ai fait le calcul. Hein. Wow. Sur à peu près 100 joueurs. En 7 ans. On va pas rentrer tout de suite dans les détails pour dire à quel point c'est n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'on va commencer avec le commencement, c'est 1997 sur la saison 97-98. L'arrivée de Ronaldo. L'Inter change la carte du football. Ouais, c'est dingue. Pour beaucoup, à ce moment-là, ont déjà vu des bribes de matchs de Ronaldo, que ce soit avec le Brésil, par exemple Brésil contre la France 97. Voilà, on a déjà vu des images de Ronaldo. Et le voir signer à l'Inter, le coup qu'il frappe à ce moment-là,
C'est un coût énorme. Parce qu'en fait, c'est le transfert qui présentera Moratti au monde du football. Là, tu peux pas faire plus retentissant comme coup. Et quand tu achètes ce joueur, il faut faire en sorte qu'il y ait des joueurs autour de lui pour l'accompagner, qu'il soit bien entouré pour faire son boulot plus que correctement. Et non, quand il le fait signer, c'est incroyable. C'est incroyable. On se dit que qu'est-ce qui nous prépare par la suite et qu'est-ce que va être la suite pour l'Inter. Parce que quand tu prends ce joueur, tu te dis que voilà, les titres vont pleuvoir. Les titres vont pleuvoir, des titres à foison. Et on verra par la suite que bon, c'est l'Inter. Hein. Sur cette intersaison 87-98, le club va dépenser 81 millions d'euros. Donc forcément sur Ronaldo, comme on vient de le dire, mais aussi sur Taribo West, Luigi Sartor, Colonese et Milanese, Zelias, Diego Simeone, Benoît Coe, Paulo Sousa, Francesco Moriero et Alvaro Recoba. Damas, à ce moment-là précisément, qu'est-ce que tu te dis? Tu te dis, waouh, Ronaldo, waouh, encore beaucoup d'argent dépensé. En fait, j'ai l'impression, je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est ma lecture, c'est que Ronaldo, c'est clairement l'arbre qui cache la forêt. On ne se rend pas compte forcément de ce qui s'est passé à côté. Non, 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 exactement. On a tellement été impressionné par le transfert de Ronaldo, par le niveau de jeu de Ronaldo, par le phénomène qu'est Ronaldo et par le côté marketing de Ronaldo qu'on oublie également que l'Inter est une entreprise, est un club à gérer qui doit gagner des titres. Et quand on voit le choix des joueurs, aussi bons soient-ils, comme l'a mentionné Raphaël, encore une fois, mais on s'aperçoit qu'il y a encore une fois beaucoup de déséquilibre. Et comme tu l'as dit, encore une fois, Reda, c'est l'arbre qui cache la forêt. Ronaldo va faire une première année tellement impressionnante en étant le meilleur joueur de Serie A, en étant en lutte pour le titre, et bien entendu cette victoire en Coupe de l'UEFA face à la Lazio qui est passée sur France 2, nous qui sommes jeunes, c'est normal de supporter l'Inter. C'est tout à fait normal d'être impressionné par Ronaldo. Le maillot de Ronaldo, il joue numéro 10. Parc des Princes. Au Parc des Princes, à Paris. Le nombre nombre de jeunes Français, très chers auditeurs, auditrices, vous nous écoutez, ne vous rendez pas compte, vous plus jeunes, à tel point que c'était une espérance incroyable ce transfert. Les photos avec Nike, le ballon Nike, Ronaldo. Le maillot. C'était parfait. En termes de combo, c'était parfait. Oui. Mais le problème pour l'Inter Milan, et notamment pour Moretti, c'est que Ronaldo était plus grand que l'Inter. Et vous ne pouvez pas devenir un grand club quand Ronaldo, ou qu'un joueur quel qu'il soit, devient plus grand que votre institution. Et ça, pour moi, c'est une énorme erreur qu'a mis en place Moretti et qui s'est même vu, non sur les résultats à l'immédiat, parce que la saison 97-98 va être très intéressante pour l'Inter. De toute manière, ça va être la meilleure saison de ton exercice 97-2004, hein, Reda. Hein. Alors, l'exercice, oui, c'est le meilleur. Non, parce que ce qui est intéressant dans ce que tu dis par rapport à la grandeur de Ronaldo vis-à-vis de l'Inter, c'est qu'effectivement, c'est un tremblement de terre. C'est plus le transfert de Ronaldo que le fait que l'Inter le récupère. Pourquoi ? Parce que quand on a vu la saison 98, on a vu deux choses. On a vu une équipe de l'Inter qui a perdu un titre qui lui tendait les bras. Oui. Donc, ce qui fait que Ronaldo est peut-être pas si bien accompagné que ça. Et à côté de ça, on voit un Ronaldo finir une finale de Coupe de l'UEFA qui porte le sceau de sa grandeur, Raphaël. On ne va pas répéter ce qu'on a dit dans un précédent podcast où on parlait justement de la finale entre la Lazio et l'Inter sur cette compétition européenne. Mais pour rejoindre ce que disait Damas, c'est qu'effectivement, tu peux compter sur Ronaldo pour gagner des titres impressionnants. Tu ne peux pas forcément compter sur l'Inter pour gérer toute une saison. Mais on le sait tous que le football, c'est un sport d'équipe. Tu es à 11. Il suffit que tu es le meilleur joueur du monde dans ton équipe. Mais derrière, tu as 10 joueurs, tu as un banc de touche, tu as un coach, tu as des tactiques, tu as des directeurs sportifs, en fait, c'est tout un club qui doit remporter ces trophées. Et comme tu l'as dit, quand tu lâches ton titre après une défaite à Turin au mois d'avril, quand tu perds des matchs bêtes en coupe, quand tu te fais éliminer en tour préliminaire en 2000 par un club suédois, la Helsingborg, quand tu fais tout ça, en fait, c'est normal. Le mec était plus grand que le club. Et à ce moment-là, tu bases tous tes espoirs sur limite lui et trois autres individualités, et ça se répercute sur d'autres clubs aujourd'hui. Je vais pas citer de clubs, mais là, en fait, l'échec pointait son nez. En fait, ça se sentait. Et bon, moi, j'avais 5 ans à l'époque. Comme le disait Damas, moi, j'ai supporté l'Inter parce que tout ce qu'il a décrit, clairement, t'es obligé de succomber à tout ça. Mais derrière ça, l'instabilité des coachs jusqu'à Hector Cooper en 2001. Le nombre de coachs qui sont succédés de 98 à 2001, tous les attaquants, et Reda, juste pour finir, je ne sais pas si je vais brûler les étapes, mais à partir du moment où Ronaldo se blesse et il va passer presque 2 ans sans jouer,
C'est à partir de ce moment-là que les transferts partent en couille. Adrien Moutou, Christian Vieri, Akan Choukour, Robbie Keane, Ventola, tous ces joueurs-là. En fait, à partir du moment où ta pièce centrale de ton projet part en fumée et tu sais pas ce qui va en devenir le lendemain, bah c'est à partir de là où les vrais problèmes commencent aussi bien sur le banc de touche que sur le recrutement et que sur la gestion en interne. Alors justement, on aura l'occasion d'en parler dans un prochain podcast qui va suivre la partie 2 de celui qu'on est en train de faire actuellement. C'est qu'effectivement, je pense que la blessure de Ronaldo a été vécue comme un traumatisme par tous les acteurs impliqués dans le projet Inter, que ce soit la présidence ou les joueurs. Pour éclairer ce que tu viens de dire, Raphaël, et là où tu aurais raison, c'est que sur l'intersaison 99-2000, c'est là où l'Inter bat un record de transfert. Il y a 125 millions d'euros qui sont dépensés. On est en 1999, 125 millions d'euros. C'est énormissime. C'est énormissime. Hein. Oh À date d'enregistrement, c'est c'est le prix criminel. à date d'enregistrement, c'est le prix d'un joueur. À l'époque, c'est un tremblement de terre. Dama, je sais qu'il est un amoureux du télétexte. Quand on voit en 1999 125 millions d'euros, c'est vraiment énorme. C'est comme si c'était 500 millions aujourd'hui. C'est comme si c'était 500 millions aujourd'hui, minimum. Hein. Je sais pas c'est quoi l'inflation, mais carrément. Mais par contre, je vais juste vous citer des joueurs pour vous dire que ce sont des prénoms, des noms sérieux qui arrivent. Angelo Peruzzi, Christian Panucci, Laurent Blanc, Cordoba, qui aura une longue carrière avec Jugovic, surtout Clarence Seedorf, Adrien Moutou, Christian Vieri, Cyril Domoro également. Ce sont des joueurs qui, pour certains, ont beaucoup de potentiel. À côté de ça, Nams, on a vraiment des joueurs exceptionnels qui arrivent. Là, je vous ai cité les joueurs de 99-2000, pardon, mais j'aurais pu vous parler de ceux de 98-99 avec aussi Roberto Baggio, Ousmane Dabo, Zoumana Camara, Michael Silves, Dario Simic, Sébastien Frey. Où est la cohérence là-dedans, Nams? Il y a zéro cohérence. On peut dire le bon coup. J'en vois même dans ces transferts-là, il y en a même 3. C'est que tu fais venir le meilleur avant-centre italien. Donc là, c'est un énorme coup. Donc on rêve d'une association Ronaldo-Vieri. Un gaucher, un droitier. Bon, là, Ronaldo, il peut jouer un peu 9,5, 9. Bon, c'est un peu un prototype. Avec Baggio aussi. C'est ça aussi, ouais, exactement. Donc, on a des joueurs, mais en fait, c'est la folie. C'est des superstars, mais on se demande comment ils vont jouer, dans quelle organisation. Même Seedorf, qui viendra, si je ne dis pas de bêtises, en décembre parce qu'il n'était pas, il ne se satisfaisait pas de la position dans laquelle il joue au Real. Quand Seedorf vient à l'Inter, on se dit oui, mais c'est vraiment sérieux, Donc là, ça fait venir de très grands joueurs. Bon, certains en perte de vitesse. Je pense à plus ou moins Laurent Blanc qui commence à être vieillissant. Non, quand même. Laurent Blanc, il sort de. Quand même, oui, Laurent Blanc, il sort d'un exercice 99 avec une finale de Coupe d'Europe avec Marseille. Hein. C'est vrai. Quand même. Champion du monde, il est champion d'Europe l'été qui va suivre. Enfin, effectivement, mais même, dans les moments clés. Mais voilà, oui. Il signe à l'OM. Voilà, par exemple, sa signature peut se comprendre, mais celle de Domoro, beaucoup moins, tu vois. On va dire Domoro, c'est un peu plus, entre guillemets, la jeunesse. Mais c'est vrai qu'effectivement, des mecs comme Baggio, Biagio, Seedorf, c'est vraiment Di Biagio, c'est vraiment des joueurs qu'on a vu gagner. Panucci aussi, des Ligues des Champions, etc. Moi, juste pour une petite parenthèse sur la saison 98-99, où le club va finir 8e. Oh, quelle saison. 8e, alors que cette saison-là, ils avaient justement dépensé 70 millions d'euros. Finir 8e, alors que dans ton équipe, il y a Zamorano, Baggio et Ronaldo. On vous avait mis déjà dans les différentes publications sur Twitter, notamment, chers auditeurs, des matchs où vous avez des joueurs comme des joueurs qui font des choses exceptionnelles, qui gagnent 6-2, 6-0, des choses comme ça. Tout ça pour finir à la suite 8e. C'est qu'effectivement, là, on a l'impression que je vais donner la parole à Damas pour ça, c'est que le jouet Inter Milan glisse entre les doigts de Moratti. Il glisse entre les doigts de Moratti, pourquoi? Parce que je ne pense pas que ce monsieur se rend compte du niveau italien de l'époque. Au cours de cette saison 98-99, l'Inter va également beaucoup chuter face aux provinces italiennes et va connaître des contre-performances qu'elle ne s'y attendait pas quand on regarde l'effectif composé de cette équipe. Salernitana, défaite 2-0, Sampdoria 4-0, Bari 1-0, perd à Perugia 1-0, à Bologne, Fiorentina, la Fiorentina, excusez-moi, c'est un club très sérieux à l'époque, Venezia 3-1, l'Inter s'incline beaucoup trop et au cours de cette saison 98-99, il y a 14 défaites. 14 défaites, 59 buts marqués, 54 encaissés, 54 vous encaissez 54 buts. C'est la foire.
Mais vous prenez les gens pour des cons. Mais quand vous payez votre abonnement en tant que supporter interiste et que vous voyez un tel résultat, mais vous avez le droit d'être en colère. 4 coachs, Reda. Oui. Luigi Simoni, viré le 30 novembre 98. Michel Lucescu, encore une fois. Castellini et encore Roy Hodgson qui aura fait Encore les lui. conneries de lui. R. Carlos. Mais, Les mais, Anglais. mais qu'est-ce qui se... On est d'accord, hein, Raphaël. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de Moretti? Ce monsieur ne maîtrise plus son sujet. Ouais. Alors, quand tu investis au cours de 70 millions d'euros, Mercato 98, en effet, avec les Dario Simic, comme on a dit, le Mercato 98, 125 millions d'euros, et que tu finis 8e, voire 4e, il est tout à fait normal qu'on demande ta tête. Mais le problème à l'Inter, c'est qu'on ne change pas les positions des personnes qu'on aime, parce qu'on fait les choses avec les sentiments, au contraire de la Juve. Oui, il n'y a pas de Je suis sentiment. désolé. Non, mais là, c'est vrai ce que tu dis, parce qu'effectivement, Moratti, et c'est ce qu'on pourrait lui reprocher, c'est sa principale Bien qualité, je pense. Mais aussi sûr. son principal défaut, c'est qu'il aime sincèrement les gens avec qui il travaille. Qu'il soit joueur, qu'il soit pas forcément entraîneur, parce qu'il en vire à l'appel. Parce que j'ai Ça. l'impression qu'effectivement, à force de dépenser de l'argent, il n'a pas envie d'être patient avec les entraîneurs et il les vire à la moindre déconvenue, presque comme un enfant hein, qui n'est pourri gâté, qui ne se contente pas des millions de cadeaux qu'il reçoit. Et c'est vrai qu'il va dépenser, il va supprimer tellement d'entraîneurs que Pirlo dira dans son autobiographie qu'en allant à l'entraînement le matin, il ne savait pas par qui il allait être coaché. Donc c'est vraiment une instabilité exceptionnelle qui va continuer en 2000, 2001 et 2001, 2002 où le club, encore une fois, va dépenser d'abord 97 millions d'euros et ensuite 107 millions d'euros. Et cet argent d'où il le trouve? Mais c'est trop. Là, je peux te faire la liste aussi, hein, de Raphaël, hein, Dalmat, Ouais. Brocchi, Vampeta, Farinos, Robikin. Mais tu remarques, Reda, Akanchoko. je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Bon, il y en a, ils vont pas rentrer dans cette catégorie-là. Mais quand tu as un Sergio rapport, Conceição. quand t'as un rapport professionnel avec des gens, des collaborations professionnelles, Okan généralement Buruk. qui se ressemblent, s'assemblent. C'est Et, ça. et vous regardez tous les joueurs que vous citez, les Vieri, bon, je respecte Vieri, mais les Vampeta à l'époque, les Dalmat, tous ces mecs-là, là, les Zoumana Camara, les Baggio, etc. Mais c'est des joueurs qui changeaient régulièrement de club. Et en fait, tous ces mecs-là, tu les fais Baggio, venir. t'es sévère. Baggio, tu comptes le nombre de clubs qu'il a fait dans sa carrière Il quand a fait même. l'Inter, Milan et la Juve. Là, non, mais tu Ouais, regardes tous ouais. les clubs, tous les joueurs. Je sais pas, là, en tête, j'ai qui? J'ai Mohamed Kalon, Emre C'est ça. qui a fait Fenerbahçe, Galatasaray. Morfeo, Domenico Et Morfeo. tous ces joueurs-là, la majorité de ces Pardon. joueurs-là, partaient, revenaient. Et en fait, c'était à l'image aussi de ce que dégageait Moratti. Au final, c'était de l'argent, mais pour que les jeunes joueurs soient attirés, et ben, il fallait qu'ils aient également ce côté un peu je suis l'argent, je priorise peut-être mon côté personnel, mon confort que l'aspect sportif. Donc c'est pour ça que je dis qu'au final, quand tu vois les joueurs, la majorité des joueurs concernés, ça m'étonne pas. Il y en a plein, même Clarence Seedorf que je respecte énormément, Milan AC, Inter Milan, tous ces mecs-là. C'est pas pour rien au final que tu ramènes tout ce type de joueurs qui sont attirés par des projets peut-être un peu bancals, mais qui derrière préféraient avoir une stabilité plutôt financière. Et au Raphaël, final, on le voit. donc, Raphaël, tu te sens concerné vu ton attitude de mercenaire que tu Mais as t'es auprès de nous. Donc, voilà. Bien sûr, non, tu te sens concerné par Ça, c'est pour les l'Inter. highlights. Non, ça, c'est pour les highlights. Mais en tout cas, quand j'étais petit, franchement, quand tu vois Moratti se comporter, on dirait nous quand on jouait à la PES League sur la PS2 et on achetait tous les attaquants et on se faisait plaisir. Non, mais par contre, justement, on va essayer un peu de parler de quelque chose, moi, qui m'a beaucoup marqué, sur laquelle je voudrais qu'on s'attarde maintenant, c'est que on a beaucoup parlé de ceux qui sont arrivés, on n'a pas forcément parlé de ceux qui partaient. Il y a des joueurs qui restaient une seule saison et qui partaient, c'était vraiment la valse des coachs et la valse des joueurs. Ce qui est caractéristique pour moi d'un Inter qui est malade et d'un Moratti qui n'a pas la main mise sur les transferts, ou s'il l'a, c'est vraiment de manière incompétente, parce qu'il est peut-être pas aussi bon manager sportif qu'il est homme d'affaires. Je vais vous citer chaque transfert que l'Inter a laissé partir pour en débattre un petit peu, pour se rendre compte, nous, finalement, des erreurs cataclysmiques que ce club a effectuées. Le premier qui me vient à l'esprit, c'est le départ de Fabio Cannavaro en échange contre Carini. Carini qui vient à l'Inter, troisième gardien qui était en prêt au Standard Liège. La Juve a réussi à convaincre l'Inter que Carini valait 10 millions d'euros comme Cannavaro. Entre guillemets, effectivement, Cannavaro n'a pas fait la meilleure période de sa carrière sous l'Inter. Donc, il y a aussi un joueur qui n'a pas réussi, qu'on a laissé partir. Mais à quel moment tu fais ce transfert, Nams? À quel moment?
Moi, je sais pas, c'est symptomatique de l'Inter. C'est un transfert qui n'a ni queue ni tête. Hein, c'est ce transfert que tu cites, c'est comme un peu, tu sais, Gouli. Raphaël, je te laisserai prononcer son nom complet parce que il est un peu compliqué. Bah, lui, Il ça est peut un le peu. faire. Hein. Oh oui, non, mais même moi, j'ai du mal à le prononcer, là. Goulien Pietro, là, où je sais, Ouais, exactement. Pietro. Hein, Quand il est échangé, si je ne dis pas de bêtises, avec Pirlo, euh, je crois que c'est Sidorf ou Francesco Coco ou Dario Simic. Enfin, t'as des trucs à l'Inter qui se passent, des Coco, ouais, transferts. Coco. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. En fait, Batistuta. c'est comme si tu avais une équipe et que tu te mettais dans l'autre équipe, tu te mettais dans l'Inter et tu sabotais l'équipe et tu transférais tous les joueurs tu vois, pour abaisser leur niveau, tu vois. Et c'est des transferts qui n'ont vraiment ni queue ni tête et qui, logiquement, vont avec leurs résultats sportifs, c'est-à-dire pas de titre, pas de trophée gagné. Parce qu'il y a aucune cohérence. Clarence Seedorf, Damas qui est échangé contre Francesco Coco, Andrea Pirlo contre Gugli Mientro, je sais pas trop bien comment le dire. Il y a aussi, bon, tu l'as dit tout à l'heure, c'est Roberto Carlos aussi qui s'en va pour faire une carrière exceptionnelle dans un autre grand club. Diego Simeone aussi qu'on laisse partir. C'est compliqué, franchement, des choix de transfert qui sont juste presque de l'amateurisme. Mais c'est de l'incompétence, Reda. C'est de l'incompétence. Pourquoi? Parce que quand on laisse partir de tels joueurs et que ça se voit en fait que l'environnement de l'Inter est néfaste par rapport au progrès intrinsèque d'un joueur. Quand on voit ce qu'a fait Pirlo du côté du Milan AC ainsi que Clarence Seedorf et de leur ultra performance qu'ils ont pu développer du côté du Milan AC, notamment au cours de cette demi-finale de Ligue des Champions 2003 où on a vu clairement 2 classes d'écart entre les deux équipes, on se rend compte clairement que l'Inter ne maîtrise pas son sujet du très très haut niveau. Et c'est bien que l'Inter se fasse voter. C'est bien que des personnes cupides puissent subir des défaites conséquentes. Parce que on a affaire à des gens qui sont crus très très forts, très très haut, par l'argent. Mais l'argent, encore une fois, démontre bien ses limites quand vous voulez démontrer que vous êtes un grand joueur. Eh ben, Clarence Seedorf, quand tu es dans un effectif où tu as affaire à 6 autres joueurs qui jouent à ta place, c'est également très difficile de pouvoir surperformer bien que tu viennes du Real. Mais parce que Seedorf ne vient pas de nulle part. Il est venu, je crois, hiver 2000 du Real Madrid, je crois. Décembre 99, exact. Ouais. Merci, Nams, de la précision. Mais quand on voit des aspects comme ça, mais on se rend compte immédiatement qu'on maîtrise pas son sujet du côté de l'Inter. À la différence. Mais qu'est-ce qui se passe au Milan? Qu'est-ce qui se passe aussi à la Juve au retour de Cannavaro? Luciano Moggi. Il faut qu'on parle de Luciano Moggi un petit peu. Ce monsieur déteste l'Inter. Et il a raison. Parce que Moggi a plusieurs fois critiqué l'Inter pour ses incohérences, pour sa médiocrité dans le très très haut niveau. Et il va même émettre un point de mensonge à mon avis par rapport à la situation physique de Cannavaro. Oui. L'Inter tombe dans le panneau. C'est de la manipulation. Mais c'est de la manipulation. On prêche le faux pour avoir le vrai, c'est-à-dire le retour de Cannavaro dans nos rangs. En tout cas, l'arrivée de Cannavaro. Et c'est ce qui va se passer. Et l'Inter, aussi niais qu'il soit, se permet de mettre Carini dans la balance. Fabian Carini qu'on a vu avec l'Uruguay au Mondial 2002, c'est ça, si je me trompe pas. Mais en quoi il nous a marqué, ce monsieur? Mais ça prouve encore une fois que l'Inter n'a pas pu valoriser ses forces en présence, hormis les personnes bankable. Parce que c'est un club qui veut que rêver. Eh ben, je suis désolé, c'est normal que la Juve les frappe, comme l'a fait Del Piero en 2006. Voilà. Moi, je pense aussi qu'on aurait pu tirer la sonnette d'alarme du côté de l'Inter, Raphaël, quand Ronaldo revient de blessure, il fait un formidable tournoi à la Coupe du Monde 2002. Tout de suite après, il change de catégorie, il va dans un autre club. Comme si l'Inter ne pouvait pas lui suffire. Est-ce que ça pouvait pas déjà mettre la puce à l'oreille des observateurs? Incroyable. Et surtout qu'il faut préciser que Moratti, à ce moment-là, était prêt à le vendre, mais pas pour rien. Il voulait, je crois, récupérer presque 100 millions. Au final, il va récupérer que 45 millions. Donc ça montre encore une fois, comme le disait Damas, un certain amateurisme même dans les négociations. Parce que tu ramènes des mecs, tu dépenses beaucoup d'argent. Mais en termes de retour d'investissement, franchement, je suis désolé, R9 à cette époque-là, même s'il revient de blessure, c'est Ballon d'Or, 45 millions d'euros. C'est pas si énorme que ça. Et derrière, tu vas recruter qui? Des mecs comme Gabriel Batistuta. Moi, j'ai un grand respect pour Gabriel Batistuta. C'est un des attaquants qui a bercé mon enfance, que j'adore énormément. Mais tu ramènes des mecs comme ça derrière. C'est pas sérieux. Et en plus, tu recrutes Alvaro Recoba, si je me trompe pas, en 99 ou 98, 99, Recoba. Au final, il va faire combien de temps à l'Inter Milan? Il va faire presque 10 ans à l'Inter Milan, ce monsieur. Et derrière, Recoba vient à l'intersaison avec Ronaldo à la 97. Mais bien sûr. 97, oui, c'est ça, 97. Parce qu'il est prêté à Venise en saison 98-99. Oui, voilà, c'est ça, autant pour moi. Mais en tout cas, Recoba, il fait au total 10 ans à l'Inter Milan. Donc, quand en 2002, tu perds ton meilleur joueur, tu vas perdre également d'autres joueurs, comme on a mentionné précédemment, et que derrière, tu vas recruter
Bon, Cannavaro, certes, mais tu vas recruter Batistuta, Mathias Almeida, qui avait fait des belles choses, notamment avec la Lazio. Mon gars. Je veux dire, il y a Francesco Coco, Mathieu Moreau, Omi Gavara, Davala. Omi Davala qui sort d'un bon mondial avec la Turquie. Mais c'est pas à la hauteur de ce que l'Inter et les supporters veulent. Et derrière ça, et ça montre derrière ça que Moratti, il a l'affection particulière avec ses joueurs, il remet pas ça en question ses joueurs, comme Recoba. Pour moi, Recoba, c'est vraiment l'exemple parfait des lacunes de Moratti sur le plan de vue émotionnel. Bah justement, on va ouvrir ce chapitre, Raphaël, justement sur le fait que Moratti est un amoureux des footballeurs avant tout. Et justement, il y a cette relation quasiment filiale qu'il a avec Recoba qu'il a défendu corps et âme, malgré les blessures, malgré les déconvenues, malgré le fait que sa magnifique patte blanche n'a été aperçue par les observateurs que nous étions que très peu de fois, bien qu'elle soit vraiment magnifique, bien qu'elle a été magnifique, les fois on l'a vu, mais effectivement, il y avait presque un amour aveugle, et cet aveuglement ne peut pas fonctionner quand on espère s'exprimer dans le haut niveau, et Moratti était aveugle d'amour. Absolument. Un, aveugle d'amour. Et deux, surtout, Alvaro Recoba a même profité de cet amour. Ce monsieur a très rarement eu une condition physique décente pour faire une grande saison dans un grand club. Et c'est pas normal que dans une grande institution qu'est l'Inter de Milan, que ce monsieur ait pu rester presque 10 ans. Mais je vais vous donner une statistique PES. PES 5, PES 6, Alvaro Recoba. En endurance, il a toujours eu 3 ou maximum 4. Ça veut dire même le mec de PES, le monsieur japonais qui supporte l'Inter. Parce que l'Inter Milan est fort dans les jeux vidéo. Ils sont forts. Mais vous savez ce qui est même fort dans PES 6, c'est que même l'Inter Milan présente même des incohérences collectives dans le jeu. Ça se voit même, frère, je parle aux vrais mecs qui ont joué à PES 6, pas les bolos qui sont avec FIFA, frère. Même les vrais mecs de l'Inter, vas-y mon frère, c'est des jeux claqués, Nams, je te dis la vérité. Même dans PES 6, tu prends le Milan AC, rien que par la force collective de cette équipe, que conçoit Konami, ils sont plus forts que l'Inter Milan, poteau. Et moi, c'est désolant quand tu vois l'effectif de l'Inter. Tu lances une Ligue Master avec les mecs de l'Inter, Recoba, il coûte toujours cher. Et Recoba, il a un prix inaccessible. Alors Christian Vieri aussi, très fragile. Christian Vieri, laisse tomber. Après, on connaît les blessures, mais Vieri, à la rigueur, il est performant. Il est dans ses statistiques, Christian Vieri, dans l'ensemble. L'amour aveugle que va consentir Moretti, ça va également se produire dans le temps avec d'autres joueurs. Raver Zanetti, c'est tout à fait légitime qu'il le soit, on est d'accord. Esteban Cambiaso également, qui va également adorer. Et aussi, Ivan Cordoba. Ivan Cordoba qui va même former pour qu'il devienne manager, je crois, team manager. Bon, Eric Toy va faire ça différemment. Les amis de Samuel, tout ça c'est un autre sujet. Mais par rapport à Moretti et à la confiance aveugle, dès qu'un joueur le touchait émotionnellement, ça suffit. Alors ça c'est important parce qu'il y a cet amour aussi des attaquants qu'on a pu voir, on en a parlé rapidement tout à l'heure, mais Raphaël, on peut faire une liste de peut-être 25 attaquants, tu vois, les Vieri, les Robicki, les Akanchoukou, Ronaldo, les Kanou, enfin on en a vu à foison, hein, des attaquants pour Moratti. Ah ouais, non mais je sais même pas, Hernan Crespo. Mais en fait, ce qui me désole, c'est que Batistuta, dans les noms, il y a des bêtes de joueurs. Julio Cruz. C'est ça qui me désole. Julio Cruz, Ventola, je l'ai déjà mentionné. Choutos. Et l'année d'après, si je me rappelle bien, je crois que Julio Cruz, c'est 2003-2004. Mais je crois que c'est l'un des seuls mercato où l'Inter fait des efforts sur le point de vue offensif. Ils vont surtout recruter des milieux de terrain comme Lamouchi, Van der Meijde, Jérémy Bréchet de l'Olympique Lyonnais, Helveg, Helveg. Donc tout ça là, on sent qu'au bout d'un moment, aussi amoureux qu'il soit des attaquants, au bout d'un moment il pouvait plus, il avait trop d'attaquants, ça n'avait pas de sens, même pour quelqu'un d'amoureux. Il y a un moment donné, c'est comme quand t'es amoureux d'une meuf, t'es amoureux, tu lui offres des cadeaux, des colliers, des voyages, des chocolats, des machins, des vêtements, et à un moment donné tu peux plus, frère, c'est mort. Tu vois que ça paye pas, frère, et à un moment donné tu laisses tomber le moto. C'est ça. Non, mais, pas mal. Là où on peut rendre hommage aussi à Moratti, c'est Nams pour ce qu'il a fait à Nwankwo Kanu et à Fadiga, comme quoi son amour des footballeurs c'est un défaut, mais c'est surtout sincère. C'est ça, c'est très sincère. Il les appréciait beaucoup et il a été quand même assez classe avec Fadiga quand on s'est aperçu que voilà il ne peut plus jouer. C'est un personnage qui, quand il aime, ça se voit il ne fait pas semblant. Quand il aime, il ne fait pas semblant. Nwankwo Kanu aussi. C'est ça, Nwankwo Kanu aussi. Et quand il aime des joueurs, il ne fait vraiment pas semblant.
Et voilà, après, voilà, notre Kokanu, il a accepté de le libérer pour Arsenal et on a vu ce qu'il a fait. Payer son opération au cœur aussi. C'est ça, Parce c'est que, ça. parce que faut en parler. Excuse-moi, je t'interromps, Nams, je voulais vraiment en parler, mais c'est vrai que Moratti, faut quand même le mentionner, c'est quelqu'un qui a la main sur le cœur un peu trop, pas assez Mhm. professionnel, influent, émotionnellement perturbé sur certains aspects, mais qui avait quand même un grand cœur. Ça, C'est ça. faut quand même Très humain. l'appuyer parce Mhm. que c'est très rare, surtout des mecs comme ça, avides d'argent et de dépenses, C'est avoir ça. une conscience humaine. Ça, c'est vrai, Euh, c'est vrai. alors Et ça va déjà. cette conscience humaine-là, il y a beaucoup de gens qui ont vu des lacunes par rapport au milieu dans lequel il est, et par rapport à un transfert majeur que Jérémy Bréchet, son arrivée à l'Inter, mais qui se permet même de le rouspéter par rapport à ça, c'est Lilian Thuram. Lilian Thuram dira, mais qu'est-ce que tu es venu faire ici? Il a eu aucun mal à quitter l'Olympique Lyonnais, hein, parce qu'il était en désaccord avec Jean-Michel Aulas. En plus, je vais Il a jouer dans plus, l'axe, il avait je plus veux des sa place. responsabilités, et Il tous avait ces plus genres sa de place. choses-là. Il est parti à l'Inter, mais il avait vraiment du mal à rejoindre une feuille de match. Et quand Thuram, il y a un Juve Inter, il le voit, t'es venu faire quoi ici? T'es venu faire quoi, poteau? Mais c'est pareil, il y a d'autres mecs encore que je vais mentionner, des parasites qui sont venus à l'Inter. Cyril Domoro, on l'a dit, Zé Elias, tous ces mecs-là, Même la Mouchi sur la fin, c'était fini. Adrian Ah Moutou, oui. la Mouchi devait être vendue parce que Parme n'en pouvait plus financièrement aussi, ça c'est une évidence. Mais il y a aussi les Français qui ont été recrutés été 98-99. Pas plus. Ça n'avait aucun sens. Zulama Kamara, Michael Sylvestre, Ousmane Dabo et aussi Sébastien Frey, qui sera présent lors de la défaite d'Helsingborg, messieurs. Tu sais, Une défaite colossale. tu sais pourquoi Damas, tous ces jours-là, ça coïncide avec France 98. Bankable, les Français étaient à la mode, il y avait la cote. Exactement. Et du Merci coup, Raphaël. voilà. Mais ils sont tombés amoureux pour rien. Et l'Inter est le club de l'instant. Mais c'est inadmissible de faire des choses comme ça. Surtout quand vous bénéficiez d'une manne financière sans précédent. Parce qu'on le rappelle que le premier actionnaire majoritaire de l'Inter, le premier parraineur, mais c'est Pirelli. C'est Pirelli, c'est la maison Pirelli qui est derrière. C'est ça. Et quand tu vois tout ça qui est mis en œuvre par le pétrole qui est pris dans des endroits que nous connaissons tous par nos parents, mais on se rend compte en fait que l'Europe joue avec nous. Mais je suis désolé, on a le droit d'être en colère quand on voit des choses comme ça. T'es un enfant, t'as pas Canal Satellite, tu vois l'Inter de loin, tu vois les coups francs de Recoba sur Téléfoot et t'es en train de, excusez-moi, en train de briller les yeux, mais il y a que Téléfoot, frère. C'était moi ça. Mais je te comprends, Raphaël, je te comprends, mais quand tu regardes les choses, et regardez ce que va dire encore une fois Moretti. Il va parler de Gretzko, le fameux Gretzko de la finale de Serie A de l'année 2002 à Rome. Il va dire concrètement de Gretzko, pauvre de lui, ce monsieur, il était entouré de très grands joueurs, c'était trop dur pour lui. Mais c'est toi qui l'as pris, frère. T'allais le chercher au Bayer Leverkusen. C'est toi qui allais le chercher. Donc, à un moment ou à un autre, il faut un moment se remettre en question. Akan Soukour, est-ce que vous avez vu Akan Soukour à Galatasaray, ce que ça avait donné? Comment Ah, c'était c'était fort. merveilleux de voir jouer ce joueur d'une telle élégance pour sa taille, sa prédominance dans la surface. Mais je suis Utilisez désolé. bien son corps. Mais c'était un joueur merveilleux. Mais à l'Inter, on n'a strictement rien vu. L'Inter l'a décimé. L'Inter est un environnement néfaste, un environnement de pirates. Michael Sylvestre va plusieurs fois parler, mais dans l'ambiance, dans le vestiaire, les mecs se respectent pas. Hein. À Mais l'Inter, c'est un truc de ouf. t'as 150 joueurs qui viennent avec 150 nationalités différentes, c'est compliqué. Après, bon, pour parler un petit peu de tous les joueurs qu'on a vus, il y en a plein qui restent longtemps aussi, hein, Faut les finir. non, mais tu as raison de dire ça. Il y a aussi des mecs comme Stankovic, etc., qui vont rester longtemps dans ce Bien club-là, sûr, qui vont c'est apprécier cet environnement et vont s'exprimer. Il y a une petite parenthèse aussi, la parenthèse durant laquelle Moratti n'est plus le président de ce club-là, donc entre 2004 et 2006, où c'est Facchetti qui est à la présidence de l'Inter Milan. Comme par hasard, c'est aussi une des périodes où on dépense le moins d'argent. La saison 2004-2005, il y a seulement 6 millions d'euros qui vont être dépensés autour Exact. pour Bourdisso, Mihailovic, Edgar Davids, Véron, Ouais. Cambiasso. Gratuit, tout ça, 2005-2006, d'accord. on va dépenser 32 millions d'euros sur Julio César, Samuel, Pierre Womé, Luis Figo, David Pizarro, Santiago Solari. Ce qui est intéressant, encore une fois, c'est les noms ronflants qui viennent dans ce club, et en général, c'est certainement pas les plus connus qui restent le plus longtemps pour l'Inter Milan. Ça veut aussi dire, ça veut dire ce que ça veut dire. Ce qui va se passer ensuite à la fin de 2006, c'est le Calciopoli. Mais ce qui va être intéressant à ce moment-là, c'est vraiment cette capacité. Je sais pas si c'est une qualité. Je vais parler avec le Turinois de l'équipe, Nams. Cette capacité qu'a eu l'Inter à ce moment-là d'aller chercher les joueurs de ces équipes qui ont été les victimes du Calciopoli, victimes ou coupables, hein, vous penserez ce que vous pourrez penser, mais par exemple, la manière dont l'Inter s'est comporté pour faire arriver Zlatan Ibrahimovic,
ce sont des techniques de rapace, des techniques à la Luciano Moggi. C'est ça, des techniques de Loubar. La Loubar. Exactement. Ils ne sont pas gênés, voilà, Ibrahimovic, Gérard, ils se sont renforcés. Après, voilà, ils ont fait ce qu'ils ont fait pendant 3, 4, voire 5 saisons. Ils ont gagné, voilà, avec facilité, sans la moindre concurrence. Mais voilà, ouais, voilà, tous les coups, il faut croire qu'à l'été 2006, tous les coups étaient permis. Et l'Inter était prêt à tout pour avoir Zlatan. En plus au rabais, on va dire, par rapport à l'époque, on peut dire qu'ils l'ont eu au rabais. Ils ont eu en même temps cette intersaison-là, Grosso, Maicon, Maxwell, Dacour, et puis Hernan Crespo également. Je t'entends chipper. Damas, on arrive vers la fin. Vers la fin justement de cette période de Moratti, c'est celle sous l'ère Mancini où on accumule encore une fois les joueurs. Il y a Chivot qui va arriver. Vous vous rappelez aussi de Pelé, le milieu central, bien sûr, qui va venir. Maniche aussi, encore une fois, des noms ronflants, 40-49 millions d'euros par saison. Sous Mancini, la direction sportive, elle se contente d'une facilité. Elle gagne chaque saison, presque sans concurrence, comme le disait Nams. Il n'y a pas forcément de plus-value qui ressort de cette domination de l'Inter du côté de l'Italie. Absolument, c'est le mot parfait. Aucune plus-value. Vous êtes simplement les plus forts parce que les autres se sont clairement abaissés après le Mondial 2006, qui était clairement l'arbre qui cachait la forêt après le titre italien. Le championnat italien a clairement perdu en valeur, en qualité, bien entendu. Et surtout, à l'Inter, je vais vous donner un poste dans lequel c'est vraiment le brouhaha, le poste d'arrière-gauche. T'as Fabio Grosso, Maxwell et Coco. T'as 3 arrière-gauche, papa. Comme t'as 3 arrière-gauche, mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors, Coco va être prêté. Grosso va clairement perdre pied. On est d'accord. Il sera même après envoyé à Lyon. On a vu son attitude du côté de l'Olympique Lyonnais. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Mais soyons clairs. Roberto Mancini fait son travail. Je pense pas que ce soit le premier coupable par rapport à ça. Oui, il y aura un certain calme du côté de l'Inter. Ce sera plus des noms ronflants avec des chiffres ahurissant qu'on a vu début 2000, mais ça restera quand même des prix quand même élevés. On va au tri dans une période importante au niveau de l'Europe. Il y a une crise économique qui frappe l'Europe à partir de l'été 2008, comme on le sait bien, crise des subprimes, qui va donc ravager également encore une fois le football italien. Et l'Inter, malgré tout, continue ses chiffres. Ça ne s'arrête pas, mais surtout, ce qui est frustrant, c'est que malgré ces noms ronflants qui arrivent, comme tu l'as dit, Reda, il n'y a pas de valeur ajoutée dans le jeu. L'Inter gagne par la faculté de ses joueurs. Et moi, je dirais bien par rapport à le petit point de rapace, de truandisme qu'a fait l'Inter par rapport à la Juve. Zlatan Ibrahimovic, ce monsieur a fait un seul entraînement avec Didier Deschamps à la Juve. Un seul. Dès que l'Inter a tapé à la porte, en profitant de la faiblesse de l'adversaire historique qu'est la Juve, on frappe à demi-coup. Et on frappe à coup total, d'ailleurs. Et en plus, un autre point, Patrick Vieira. Moi, Vieira m'a clairement déçu. Je suis désolé, moi je le dis. Vieira m'a déçu, ce transfert à l'Inter. En plus, je sais pas, moi, Vieira à la Juve, il était d'une telle splendeur. Cet Inter dans lequel je l'ai vu jouer, non, il y a quelque chose qui... Après Damas, à partir de 2006, un témoin de la finale de la Coupe du Monde, Vieira se blesse énormément. Et là où je voulais en venir sur cette saison-là, 2006-2007, c'est que l'Inter a vraiment profité des rouages de la Serie A, comme vous l'avez dit. Vieira, Zlatan, c'était le meilleur numéro 9 avec Shevchenko en Serie A, 2005-2006, je parle. Patrick Vieira au milieu de terrain, Hernan Crespo qui ramène, qui avait fait sa finale en 2005 notamment avec le Milan AC contre Liverpool. Enfin, là l'Inter a vraiment pris le dessus sur ce championnat qui était en perdition, et même si les 2 années qui vont suivre le recrutement va être un peu cheap, pour ne pas dire assez décevant, à part quelques joueurs comme Maniche, David Suazo, Christian Kivu. Il a totalement disparu Maniche, après un magnifique mondial 2006. Exactement. Et puis 2008-2009, il y a Quaresma qui était en deuxième relance après son deuxième passage à Porto, Souley Muntari, Mancini également. Enfin, c'était un recrutement assez, on va dire, normal par rapport aux autres. Par rapport à d'habitude, oui. Par rapport à d'habitude, et la saison 2009. Sous José Mourinho, du coup. Oui. C'est ça. Et 2009-2010, là, il y a vraiment un vrai recrutement qui va s'opérer. Mais pour une fois, un recrutement logique, cohérent, avec un coach cohérent qui a non seulement recruté des joueurs, mais aussi des joueurs dans le besoin et dans la disposition tactique qu'il voulait mettre en place. Et ça s'est ressenti au niveau des résultats. Enfin,
Oui, c'est la première fois depuis la saison 2003-2004 où le club va dépenser plus de 50 millions d'euros, 90 millions d'euros pour être précis, sur cette saison 2009-2010 où Lucio, Thiago Motta, Samuel Eto'o va venir en échange de Zlatan Ibrahimovic, qui est un coup de génie. Faut aussi parfois dire les mots qu'il faut. Wesley Sneijder, Diego Milito, Marco Arnautovic qui va venir, même s'il n'est pas important sur cette saison-là. Enfin, Massimo Moratti est récompensé. On aura l'occasion de leur dire dans un prochain podcast, Damas, mais il faut rendre à César ce qui appartient à César. J'allais dire la Juventus. Non, la Juventus ne gagne pas en Ligue des Champions. L'Inter gagne la Ligue des Champions. Malheureusement. L'Inter fait le triplé. Enfin, un recrutement ronflant, mais efficace. Enfin efficace, je dirais bien le mot enfin efficace, parce que il avait enfin affaire à quelqu'un qui lui avait de la poigne par rapport à Mourinho, qui a clairement été la pensée dominante de ce club, qui en manquait cruellement. C'est pas normal, à mon avis, que Moretti ait eu autant d'espace en termes de gestion, en termes de transfert. Là, on avait affaire à un monsieur qui avait besoin, en effet, que les gens puissent s'allier à lui. De toute manière, Mourinho a besoin de ça. Et l'Inter est le club parfait pour lui. Les joueurs se battent pour lui. La presse est pour lui. La communication est pour lui. Et il a réussi, comme convenu, à faire en sorte à ce que tout le monde soit contre lui, et c'est là où Mourinho, dans ce schéma-là, il est exceptionnel. Il va appeler des joueurs clés, Sneijder, je crois que c'était Moretti qui avait mentionné ça dans un témoignage, où Sneijder, on lui a dit oui, telle personne, Moretti parle à quelqu'un, il parle à cette personne-là, Sneijder et comme par hasard n'est pas trop loin de la plage où il est, allez hop, c'est parti, on voit qu'il y a un transfert. Figo pareil. Figo autour d'une plage. Allez, mets un chiffre. Et Figo écrit le chiffre. Sur un papier trouvé comme ça. Sur un papier, mais ces gens-là, voilà, non, quelque part ils sont exceptionnels quand même. Bien sûr qu'ils sont exceptionnels. Parce que en un coup, tout peut changer. Et là, Mourinho, certes, il dit donnez-moi 2 ans, j'ai gagné la Ligue des Champions. Il a réussi à l'appliquer. C'est le seul club italien à avoir fait un triplé. Raphaël, bravo. Non, mais après, il faut aussi juste parler de Marco Branca aussi. On avait dit tout à l'heure qu'on en reparlerait, qui a été un attaquant moyen de l'Inter Milan, mais qui par la suite a été un directeur sportif influent. C'est pas forcément le nom le plus connu par rapport à des joueurs, des gens comme Moggi, etc. Mais effectivement, on a beaucoup plus vu la passion de Moratti que le travail de Branca. Mais sur cette intersaison-là, on peut quand même rendre hommage à ce directeur sportif qui a quand même fait des choix pertinents, ça, Raphaël. C'est lui qui contribue au transfert de Lucio, de Diego Milito, Thiago Motta également, Wesley Sneijder et de Samuel Eto'o. Tout ça, c'est lui. Il faut le savoir. Énorme, mais pour le coup très cohérent. Et c'est lui aussi qui, alors je vais reprendre une situation de Moratti par rapport au choix de Mourinho, parce qu'il disait en off que Branca lui avait vraiment soufflé l'idée de tout miser sur Mourinho et de le prendre, et il avait même avoué qu'une conférence de presse avait égayé son avis et lui avait vraiment incité à le prendre. C'est quand il disait par rapport à Mourinho qu'il avait écouté une conférence de presse, alors c'était à la veille d'un match retour contre le Deportivo La Corogne avec Porto. Il venait de faire 0-0 match aller, et Mourinho avait dit une chose assez incroyable aux journalistes. Il parlait même pas du match retour, qui n'était pas du tout dans la poche, mais il pensait déjà à la finale. Donc il avait rien d'autre en tête, et c'est là où il s'est dit ok, ce gars-là, il ne peut pas passer à l'Inter. Et en fait, c'est Branca qui a vraiment appuyé également le fait qu'il devait se pencher sur lui, et que pour une fois, il fallait, quand vous voyez le recrutement de Mourinho, mettre un peu de côté les recrues joueurs fantasques et tout miser sur le coach et le laisser libre dans ses choix de recrutement, comme l'été 2009 et ce qui a suivi par la suite. Alors justement, ces folies dépensières qu'on vient de détailler dans ce podcast-là font partie des raisons pour lesquelles on adore détester l'Inter Milan. C'est vraiment cette idée de mettre des étoiles plein les yeux des supporters et des observateurs pour au final, malheureusement, passer à côté de manière parfois très brutale d'un point de vue sportif. Effectivement, il y a cette saison 2009-2010 qui vient récompenser presque 15 ans de sacrifices et 15 ans de désillusions. Wow. C'est beaucoup, mais ça a été récompensé. L'attente des supporters de l'Inter a été récompensée. Nous, on va se retrouver dans un prochain podcast, la partie 2 de cet épisode-là, pour continuer à verser notre haine de l'Inter Milan, qui au final, nous le détestons pas tant que ça. C'est plus navrant par moment, je trouve. Mais ce qui est fort, surtout sous la présidence de Moratti, c'est cette idée de aimer le football passionnément n'est peut-être pas forcément la meilleure façon de faire du football. C'était Les Libéraux, un podcast produit par Sport Content.